Alors, bonsoir. Merci d'être là. Tendance 2025. Il s'en est passé des choses en 2025, c'est fou. Il y a juste un mois de passé. Alors, on a plein de surprises pour vous aujourd'hui. Je peux vous présenter un peu l'agenda. Alors, nos vedettes, Marc-Antoine Brunet, Marc-André Gaudreault, Benoît Arsenault et Jean-François Lépine. Et puis, on va parler des choses, je pense, qui vont vous passionner. Trump, la version 2.0. Améliorée, certainement pas édulcorée. Et la décennie dangereuse. On va parler de risques extrêmes. Est-ce qu'on est sur le point de connaître une vague d'inflation? On va vous dire ce qu'on en pense. À quel rendement s'attendre cette année? Ça, c'est vraiment difficile comme question. Est-ce que c'est logique de penser que le Canada pourrait être le 51e État américain? Des opportunités là-dedans, peut-être avec les revenus fixes, on le saura. J'ai fait un lien que je pense que vous allez aimer, le mouvement de la bourse en 2025. La bonne nouvelle, c'est qu'on voit une drop à la fin de l'année qui est vraiment solide, mais ça remonte. Oui, c'est très souvent comme ça. Moi, je me rassure avec les marchés boursiers. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Donald Trump, après l'image que lui renvoie son miroir, qui est la chose qu'il aime le plus au monde, c'est probablement l'argent. Et le capital, c'est le capital qu'il punit ou qu'il récompense. Évidemment, il va surveiller les mouvements de la bourse. Il va surveiller aussi comment on réagit à ses coups de gueule, à ses décisions, à des fois ses improvisations. Alors, c'est le marché avec le Dow Jones qui est son baromètre. Avant, c'était les codes d'écoute avec son émission des Apprentices, mais maintenant, c'est le Dow Jones. On accueille, mesdames, messieurs, notre premier invité, Jean-François Lépine. Jean-François, journaliste émérite, ancien ambassadeur et aussi conférencier. Vous êtes analyste géopolitique. On peut entendre Jean-François sur les ondes du 98.5 avec Patrick Lagacé, spécialiste de la Chine, Moyen-Orient. Mais je pense que le monde, Jean-François, tu l'as parcouru. Oui, probablement. J'ai été chanceux pendant 40 ans. J'étais payé pour faire ça à Radio-Canada et j'ai fait plusieurs émissions internationales. Et puis voilà, puis je suis content d'être ici. Mais je vous dis tout de suite, je ne suis pas un spécialiste des marchés boursiers et des investissements, mais souvent, c'est intéressant de connaître peut-être les prédictions géopolitiques pour comprendre peut-être ou prévoir ce qui va arriver dans les marchés. Ouais, alors, on va s'amuser. Moi, je dis tout le temps, on d'influence. s'amuse parce que c'est un domaine qui me passionne. Et puis, il y a des personnages aussi qui sont amusants, même s'ils sont dangereux. C'est ton petit montage qu'on voit ici Oui. à l'écran. Alors, la décennie dangereuse, Ukraine, Gaza, Taïwan. Et là, on voit les trois grands dirigeants du monde, peut-être le trio de l'axe du mal, presque, qui a changé depuis que George Bush avait identifié ça. Dans un sens, parce que, bon, Xi Jinping et Poutine, j'en ai beaucoup parlé dans le passé, c'est des personnages qui ont vraiment ce cynisme, cet autoritarisme négatif dans le monde qui a des conséquences négatives, même si certaines, en tout cas surtout dans le cas de Xi Jinping et du Parti communiste chinois. Le Parti communiste chinois a au moins, j'ai écrit tout un livre là-dessus, eu le mérite de renverser complètement, depuis la mort de Mao, l'économie chinoise et de lui donner un dynamisme qu'on connaît aujourd'hui, hein, puis on pourra en parler beaucoup. Mais quand je parle d'années dangereuses, ça vient de Poutine. Poutine, chaque année, rencontre, puis en 2020, il rencontrait toujours un groupe de scientifiques, en tout cas l'élite scientifique russe, devant laquelle il fait une présentation. Il ne les écoute pas tant que ça, mais en tout cas, il leur fait une présentation qui est une sorte de tribune. Et cette année-là, il avait dit la décennie qui s'en vient sera une décennie dangereuse. On sait maintenant à quel point il sentait cette frustration de la pression de tous ces pays de l'Est de l'Europe qui se rapprochaient de plus en plus de l'OTAN. La Russie se sentait coincée. Lui-même rêvait de fonder son pouvoir qui commençait à s'étioler sur une nouvelle expansion de la Russie et tout ça. Puis c'est la décennie dangereuse, un peu par hasard,
Elle a commencé par une pandémie. Si tu veux qu'on en parle à un moment donné, c'est intéressant aussi, parce que moi, je prétends que la pandémie, au début de cette décennie-là, a révélé quelque chose de terrible qui s'en venait, mais qu'on a vraiment vu se dérouler devant nous, c'est-à-dire le manque de solidarité internationale. D'abord, la Chine, d'où venait la pandémie, a refusé systématiquement d'offrir à l'Organisation mondiale de la santé et au reste du monde les origines exactement de ce microbe-là, de ce virus qu'on a d'abord, qu'on a appris bien en retard. Moi, j'étais en Chine pendant que les gens mouraient à Wuhan, puis il y avait des rumeurs qui circulaient, mais il a fallu attendre le 20 janvier que le gouvernement décrète vraiment qu'il y avait un problème sérieux et tout ça, puis les gens mouraient dans la ville de Wuhan, une petite ville de 11 millions d'habitants, comme il y en a beaucoup en Chine. Mais l'autre aspect négatif de la pandémie, c'est cet aspect que les riches comme nous, on a fait nos vaccins, on s'est dépêché. Les Chinois ont fait leurs vaccins aussi, mais surtout, eux, ils ont complètement fermé leur pays de façon tellement étanche qu'ils l'ont finalement tué, le virus, mais ça a coûté très cher à l'économie chinoise, ça a pris des années. Mais nous, on a créé nos vaccins, puis on a très peu partagé nos vaccins avec ce qu'on appelle le Sud global, les pays les plus pauvres et tout ça. Et ça, pour moi, c'est un début de ce que je décris aujourd'hui comme le manque de solidarité internationale, pour en parler. Et la décennie dangereuse, ben, c'est Poutine qui physiquement l'a commencé en 2022 en envahissant l'Ukraine, puis on sait ce que ça donne maintenant. Là, le retour de Trump, c'est un choc. Oui. Parce que maintenant, il est encore plus puissant. Oui, il s'est beaucoup mieux préparé. Et surtout, il s'est entouré de gens qui sont des doctrinaires, qui préparent tout ça depuis très longtemps. Puis il s'est entouré, aujourd'hui, c'était les audiences pour Robert Kennedy Jr., il s'est entouré de gens qui sont extrêmement imprévisibles. À la tête de la santé. Exactement. Un personnage qui est un sceptique face au vaccin, qui a dit toutes sortes d'horreurs. En tout cas, je n'irai pas dans ces détails-là parce que vous les lisez dans les journaux et tout ça. Puis, alors, c'est ça qui est à la fois inquiétant, entouré de doctrinaires. Mais moi, j'essaie toujours de voir les choses et de me dire, bon, où est-ce que ça s'en va, tout ça? C'est sûr que tous ces propos sont extrêmement épeurants. Moi, si vous voulez savoir ce qui me fait le plus peur de ce personnage-là, c'est quand, par exemple, il décide que l'ancien directeur de la santé, le docteur Fauci, il va le priver de sécurité. Ce gars-là est menacé par des gens d'extrême droite aux États-Unis. Ouais. Comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle de la pure mesquinerie, du pur cynisme. Et c'est extrêmement grave parce que c'est comme ça qu'ils pensent. Tu sais, on a toujours tendance à voir dans les personnages publics, les personnages politiques, quels sont leurs bons côtés, tout ça. Il y a toujours eu aussi dans l'histoire, même chez les dictateurs, certaines valeurs, mais j'ai beaucoup de difficultés, moi, avec les valeurs que dégage Trump. C'est la haine, c'est regardez son discours. La vengeance. Oui, la vengeance, quand il a été intronisé. Il est président des États-Unis. Il y a l'ancien président à côté. Il ramasse. L'économie américaine sort de la pire crise, a-t-il dit, de son histoire. Écoutez, on le sait tous, là, ouais, que c'était entièrement faux, mais c'est comme ça tout le long. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Pour ce qui est du reste, il est très habile dans ses premiers jours. Hein. Il lance toute une série de mesures tous azimuts. On n'a pas le temps de voir ça passer. Mais si vous regardez comme il faut, il y a beaucoup de ces mesures-là qui sont déjà arrêtées. Aujourd'hui même, ouais, il avait ordonné qu'on arrête tous les fonds aux organismes sociaux, aux organismes du gouvernement fédéral qui aident les gens les plus démunis, entre autres. Et il a été obligé de reculer, pas nécessairement parce qu'il y a encore une fois quelqu'un qui a levé la main et qui a dit « c'est passé », mais parce qu'il s'est rendu compte. Et c'est ça parce qu'il s'est rendu compte que il privait des petites gens de Medicaid, de toutes sortes de choses. Mm-hmm. Et ça allait faire une catastrophe qui était contraire même à son discours. Lui, il vient sauver les petites gens. Tu sais. Alors, c'est pour ça qu'il va falloir il va y avoir beaucoup d'alarmisme. Il va falloir être extrêmement prudent. J'espère que les gestionnaires financiers vont l'être aussi, parce qu'il y a beaucoup d'émotions aussi dans les marchés, dans toutes sortes de choses. Oui. Mais on le voit quand il y a eu cette histoire de la compagnie d'intelligence artificielle chinoise, j'oublie le nom, DeepSeek.
Vous avez vu, tout ça est sorti dans les médias au moment où il parlait à des républicains, une espèce de rassemblement de prestige, là, où il allait encore se vanter. Puis quand il parle de ça, il est vraiment, on le voit, qu'il est complètement déstabilisé parce qu'il vient d'annoncer 600 000 d'investissement dans l'intelligence artificielle. Milliards, ça. Milliards, Ouais. qu'est-ce que j'ai dit? 600 000. 600 milliards. Il vient d'annoncer 600 milliards quelques jours avant, et là, on apprend tout d'un coup que les Américains, peut-être, investissent trop, sont pas assez bons. Ben, justement, j'envoie la question. Ça semble être calculé par les Chinois de lancer leur intelligence artificielle à ce moment précis-là. Probablement. Ça peut être ça aussi. C'est une entreprise qui est en plein développement à l'étranger. C'est un peu pour ça qu'elle le fait aussi. Ouais. Mais effectivement, aujourd'hui, on le voit, c'est la compagnie Alibaba qui lance son aussi, intelligence artificielle. qui lance aussi une intelligence artificielle, disent-ils, plus performante que l'autre. Est-ce qu'elle est moins coûteuse? Ça, c'est pas... C'était surtout le coût qui a fait changer les marchés financiers. Parce que pourquoi on investit des fortunes, si c'est pour ne pas être performant? Oui, on peut rappeler que DeepSeek, l'intelligence artificielle similaire à ChatGPT, Oui, la version 1. oui, et c'est 6 millions de dollars que ça a coûté. Il faut dire que son fondateur est un gestionnaire de capital. Il gère des fortunes avec des algorithmes. Évidemment, il a pu s'entraîner pendant quelques années, mais il y a un lien entre les deux. Évidemment, le marché a remarqué avec quelle facilité et si peu de moyens ils sont parvenus à compétitionner les Américains sur leur terrain. Oui. Et moi, vous voyez la citation. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'improvisation et surtout le manque de culture. Quand on le voit, là, c'est un personnage qui est extrêmement basique, comme on dit. Très peu de mots dans son vocabulaire. Très peu de mots, et vraiment une ignorance. Quand il dit, par exemple, à un moment donné, cette semaine, une de ses nombreuses déclarations, il dit, moi, je pense que les gens de Gaza, on devrait les envoyer, je vais appeler la Jordanie, l'Égypte. Il est au cœur de toute la question qui va faire sauter une bombe. Si jamais ça se faisait, là, ça ferait sauter littéralement une bombe qui embraserait encore une fois le Moyen-Orient. C'est une théorie, la théorie du transfert des Palestiniens, qui est soutenue par l'extrême droite israélienne. Bref, et puis en plus, le roi de Jordanie puis le président égyptien, pensez-vous qu'ils en veulent des réfugiés? Ils en ont déjà des tonnes de la guerre en Syrie, de la guerre au Soudan, etc., etc. Ouais. C'est des économies fragiles, la région est fragile. Alors, c'est tout ça qui est... c'est dangereux dans la mesure où ça manque de cohérence, ça manque de fondement, et ça relève beaucoup d'attitudes extrêmement mesquines face à ses ennemis. Alors, il va falloir être extrêmement prudent. Et puis, le fait qu'après Poutine... Après Xi Jinping, le reproche que je fais à ce personnage-là, c'est son obsession du pouvoir et du contrôle que les Chinois ne peuvent plus supporter. Ça ne va pas bien en Chine. Il y a beaucoup de critiques de la part de la population chinoise, malgré ce qu'on pense. Et l'économie ne va pas bien. On peut revenir à Trump. Et non, mais ce que je voulais dire de la phrase, j'arrête là-dessus, c'est Catastrophe is running a lot faster than cooperation. C'est que moi, je vois aussi... parallèlement à l'arrivée de ces personnages-là, qui gèrent non seulement leur genre, mais leur vision du monde de façon extrêmement égoïste, obsédée de pouvoir et tout ça. Je l'ai dit, la crise de la COVID nous a révélé le manque de solidarité. Mais là, ça veut dire aussi que ces gens-là ne croient plus à rien de ce qui a fait la stabilité de la planète depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire la coopération internationale, les Nations unies, cette idée qu'on va aider les autres, on va s'entraider, on va essayer de gouverner les crises économiques entre nous, etc. Donc, la catastrophe, c'est que tous ces gens-là dont on parle, Poutine, Xi Jinping et Trump, entre autres, ont la capacité de manœuvrer des conflits avec des armes de plus en plus dangereuses, de plus en plus létales, dangereuses. Et ça va plus vite que la coopération, qui est au contraire en train de s'effriter beaucoup. Regardez le pouvoir des Nations unies, là, le pauvre secrétaire général des Nations unies qui crie au loup sans arrêt, et puis personne ne l'écoute. Et puis aujourd'hui, là, on n'en parle pas, on n'en parlait déjà pas de l'Afrique, mais regardez, il y a une immense crise au Congo, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. On parle depuis le début de janvier
de 400 000 réfugiés qui ont été déplacés. Certains parlent de près d'1 million maintenant. Ils ont envahi, en tout cas, bref. Et personne n'a les moyens d'arrêter ça. Personne. Les gens sont tellement désespérés. Il y a beaucoup de corruption aussi dans ces pays-là, mais que les gens sont allés dévaster, manifester, puis commencer à détruire les ambassades de France, des États-Unis et tout ça. Une question qui me vient comme ça, Jean-François. Quel dirigeant dans le monde pourrait se lever, puis peut-être avoir une espèce de contre-pouvoir? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'assez solide en ce moment? Je ris parce que moi, je dis sans arrêt que moi, j'ai cru longtemps que le Canada avait un pouvoir dans le monde. C'est pas parce qu'on est une puissance moyenne qu'on n'a pas de pouvoir. Puis on a eu des premiers ministres qui l'ont cru. Trudeau critiquait ce qui se passe. Ouais. Les choses changent, bien sûr. On ne peut pas deviner s'il le ferait. Mais vous avez entendu ce que Jean Chrétien a dit. C'est invraisemblable. Il faut remettre ces gens-là à leur place. Le Canada pourrait le faire, mais l'Europe, le problème de l'Europe, c'est que l'Europe, elle aussi, il y a moins de coopération qu'il y en avait. C'est un ensemble politique extrêmement difficile à gérer. Mais là, on est dans une période là, de choc. Et je pense qu'il y a des gens qui vont quand même se lever. Regardez bien la Grande-Bretagne. J'espère que, sans faire de politique, je pense que si voyons, notre ami Carney arrive au pouvoir, et on sait aujourd'hui que c'est peut-être pas si impossible que ça. Un personnage comme Matt Carney, je respecte beaucoup ça. Je pense que c'est un personnage qui est capable de se tenir debout. Le moindre... regardez la présidente du Mexique, très intéressante. Surveillez-la, Mme Sheinbaum. Elle n'a pas elle sait ce qu'elle veut, puis c'est une femme extrêmement qualifiée, extrêmement intéressante. C'est un grand peuple, le Mexique. Mm-hmm. C'est le plus gros partenaire financier, économique, pardon, des États-Unis. C'est extrêmement important. Alors, il va y avoir des choses, c'est sûr. Mais on parle de Trump, qui est mesquin contre ses ennemis, mais il est aussi contre ses amis. Oui, dans la mesure où il n'est pas fiable. Oui. Ouais. Mais moi, je me demande même, honnêtement, quand on observe le personnage, si c'est un personnage qui va finir son mandat tellement, j'ai l'impression qu'il déraille. Mais là, c'est peut-être du wishful thinking, comme on dit. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont décrit, comme le journaliste du Washington Post qui a écrit une biographie sur lui qui s'appelle War, la biographie, où Trump lui a dit il y a très longtemps que lui, sa façon de gouverner, c'est par la peur. Alors, on voit tout de suite le genre de personnage que c'est. Alors, même ses amis ont peur de lui, là, c'est sûr. La photo que tu as sélectionnée, ça ressemble étrangement à son mugshot. Oui, exactement. Mais c'est lui qui l'a voulu. Hein. C'est lui qui a voulu que ce soit sa photo officielle. Alors, on voit un peu... Puis, il dit, je voulais un peu être comme Churchill, qui a fait cette espèce de photo où, tu sais, bon... Mais on ne parle pas du tout du même personnage, là. Hein? On ne parle pas de la même cohérence et tout ça. Donc, quand on voit toutes les décisions qui ont été prises depuis le début, on pourra en parler en détail, le canal de Panama, toutes ces histoires-là, le Canada même, le 51e État, c'est le règne de cette espèce d'intimidation, le boulet de la cour d'école. Et puis, moi, je pense que... C'est quand même le chef des armées. Oui, et c'est le chef de la plus grande puissance mondiale. C'est pour ça que c'est dangereux. Mais je pense, moi, qu'il faut faire confiance à l'appareil de gestion publique des États-Unis, les hauts fonctionnaires, les gens qui sont dans la fonction publique. Les généraux? Il ne peut pas tous les liquider. Je pense qu'il y a une culture, on le dit d'ailleurs, qu'il y a à la tête de l'armée américaine une grande culture de l'histoire, et que ces gens-là ont beaucoup plus la tête sur les épaules qu'on pense. Et puis, il ne peut pas, même s'il met tout le temps ses personnages, s'il exagère, il va y avoir... ça va être le grand test là, des prochaines semaines, ce qu'on appelle les checks and balances, parce qu'on sait que déjà... regardez la Chambre des représentants, extrêmement fragile. Hein? Il y a à peine quelques républicains de plus. 3 Exactement, donc c'est très fragile. Le Sénat, on va voir aussi... évidemment, ce qui nous désole, c'est que, pour l'instant, en tout cas, il ne semble pas y avoir, parmi ces troupes, des gens qui, publiquement, sont capables de le nuancer. On le voit un petit peu, là. Rubio a dit quelque chose, son secrétaire d'État. Il y a des cracks, entre autres, avec Elon Musk. Elon Musk qui est censé être un peu son financier,
mais ils ont de la misère à accorder leur Oui, opinion. mais Elon Musk, ça en est justement un autre, moi, qui m'inquiète beaucoup. D'ailleurs, j'essaie toujours de comprendre. Moi, j'ai connu Elon Musk très, très jeune quand il venait de vendre PayPal. Puis je l'ai rencontré en Californie. Il faisait une immense conférence dans ce qu'on appelle la réunion annuelle du Milken Institute. Et puis, il décrivait ce qu'il voulait faire avec SpaceX. Et c'était complètement futuriste. Il disait, on va aller miner, on va aller mine, we are going to mine the space. Donc, les astéroïdes, on va aller chercher du métal. Les concentrations de métal dans tout ça sont uniques au monde. Puis il m'a dit, il disait à l'époque, là, on était dans une salle de bal, si on ramène un morceau d'un astéroïde qui est grand comme la planète ici, c'est l'équivalent en métal concentré de ce qu'une mine peut nous donner en 40 ans sur Terre. Alors, c'était sa vision, mais regardez ce qu'il a fait, ce personnage-là, avec SpaceX, avec... Bon, la voiture, ça peut aller, mais SpaceX, c'est impressionnant et tout ça. Puis, mais regardez tout ce qu'il dit et toutes ses dérives, la prise de contrôle de Twitter et ce qu'il en a fait, une espèce Vie d'ordure, de des réseaux médias sociaux. d'ordures et tout ça, sans contrôle et tout ça. Puis les autres suivent tous, là, Facebook et compagnie et tout ça. Donc, Ouais. moi, je pense pas à ces gens-là quand je pense à la modération. Je comprends pas qu'un gars comme Elon Musk ait créé autant d'entreprises absolument extraordinaires et autant de richesses. Ouais. Et qu'il soit aussi incohérent sur le plan de ses comportements. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais je pense que dans la structure, il y a des gens qui vont apparaître graduellement. Et il va falloir qu'ils... De toute façon, parce que les conséquences économiques, puis même les conséquences sur les marchés, vont être terribles si ça continue. Absolument, parce qu'ils cherchent quand même, tout l'entourage de Trump cherche à s'enrichir quelque part. Exact. En On plus, s'approche de lui on pour n'a pas avoir parlé des de faveurs. cet aspect-là. C'est fou. C'est lui-même, son fonds de crypto-monnaie. Intelligence artificielle. Ah oui, crypto. Quand on pense à ces gestes-là, c'est sûr que toute la famille de Trump est autour de lui pour profiter de sa présidence, puis il s'en cache même pas. J'ai dit l'autre jour que quand il dit... Parce que c'est un personnage, honnêtement, qui a des fantasmes. Et quand il dit, par exemple, on va les enlever, les Gazaouis de Gaza, puis on va les envoyer ailleurs en leur disant, vous allez être plus en sécurité là-bas. Puis il dit, vous savez, là, il continue son élucubration en disant, vous savez, à Gaza, il fait beau, il y a des plages fantastiques. Tu as l'impression du promoteur immobilier. Mais vous savez, je l'ai dit en ondes, son fils aîné, Donald Trump Jr., regarde la possibilité, parce que le gouvernement Netanyahou, qui est déjà un gouvernement qui dit des horreurs, mais ils disent des horreurs en dessous aussi. Oui. Et entre autres, il y a cette idée que si on réussissait à vider Gaza, ça serait, imagine-toi, un corridor sur le bord de la mer qui serait extraordinaire. Les plages sont superbes. Et les plages sont fantastiques, effectivement. Ouf, c'est incroyable. Voilà. Mais on va parler un peu de la guerre des tarifs. Est-ce que c'est sérieux? C'est quoi l'objectif? Bon, c'est drôle. Moi, les médias, je ne veux pas critiquer mes ex-collègues ou mes collègues, mais les médias tournent beaucoup là-dessus. Hein, puis tous les jours, il y a des spéculations là-dessus. Là, puis ça s'en vient, là, c'est le premier. Mais on voit déjà qu'il y a beaucoup de recul là-dessus. Puis il y a beaucoup, heureusement, de gens autour de Trump qui commencent à nuancer beaucoup son secrétaire au commerce et tout ça. Et puis, il va falloir voir. Mais c'est sûr que si on lit tout ça, là, il y a ce personnage qui s'appelle Stephen Miran, que tu connais peut-être, qui est un grand doctrinaire, un grand économiste. Et lui, c'est lui qui a inventé cette théorie qui dit, par exemple, les pays, là, même comme la Chine, qui gardent des dollars dans leur portefeuille et qui profitent de la force du dollar, il faudrait les pénaliser pour ça. Parce que leur monnaie coule, puis ils gardent nos dollars. Alors, et lui, il dit... Les gens qui nous vendent des choses à rabais, il faut les faire payer, puis utiliser les tarifs pour les autres et pour obtenir ce qu'on veut. Alors, avec le Canada, pour l'instant, le langage officiel de Trump depuis le début, c'est un langage de menace. Il ne dit pas nécessairement que... il dit on n'a pas besoin des voitures. On le sait, l'histoire des voitures. On vend autant de voitures aux États-Unis qu'eux nous en vendent. Et ça serait un deal horrible pour les fabricants américains. Ouais. Ils fabriquent leurs voitures au Canada, ça leur coûte les 3/4 du prix que ça leur coûte aux États-Unis. Donc, il y a toutes sortes d'irréels là-dedans et tout ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de chantage dans tout ça, comme le reste.
Mais c'est sûr que quand on joue avec les tarifs, et il est obsédé par ce mot-là, et son ami conseiller Miran, c'est sa théorie. Il faut imposer des tarifs partout pour obtenir ce qu'on veut et surtout être payé pour des gens qui subventionnent leurs entreprises pour nous vendre leurs produits à des prix non concurrents. C'est pour ça que s'il y avait vraiment, cette fois-ci, une renégociation des accords de libre-échange Canada, Mexique, États-Unis, moi, je pense que la bête noire, une des bêtes noires que Trump veut symboliquement là, faire tomber, c'est le système de quotas du lait. Comment on appelle ça? La gestion de l'offre au Canada. Ça, c'est un système que les Américains... en tout cas, c'est une très belle arme pour lui de propagande et tout ça. Peut-être que nous... parce qu'on pourrait parler du Canada dans tout ça, là. Moi, je suis, par contre, extrêmement optimiste parce que je pense qu'il était temps que les Canadiens et le Canada aient une leçon. Et ça, je crois ça à tous les niveaux. Là, vous avez vu déjà, là, on commence à dire, ah, ben l'équivalent de nos barrières tarifaires, c'est comme si entre les provinces, c'est comme si on avait 20 de tarifs pour nos produits au Canada. Alors, ça fait des années qu'on veut régler ça. Il y a un traité, je ne sais pas si vous le savez, qui a été signé entre les provinces en 2017. Il y a encore, je ne sais combien de tarifs internes. Notre productivité aussi, vous le savez, parce que vous observez nos entreprises. Dans les pays du G20. Pourquoi? Parce qu'on vend aux États-Unis, oui. Le camion traverse, on produit en canadien, puis on le vend en américain. Imaginez-vous les produits qu'on fait, les profits qu'on fait, c'est facile. Moi, je me souviens, je connais des grandes familles là, qui avaient des moulins à scie au Québec, nordiques à Chibougamau. Puis les gens qui gèrent la compagnie aujourd'hui me disent, on a passé notre enfance, là. La traque de chemin de fer arrivait dans notre cour. On remplissait le wagon s'en allait, puis on recevait un chèque des États-Unis 2 semaines après. Puis quand les Américains, on commence à dire, bien, ils ont la vie un peu facile, ils ont des terres de la couronne, ils ont ci, ils ont ça. Bref, alors, je pense qu'au Canada, on a beaucoup de choses à revoir entre nous. On est paresseux sur le plan de la productivité. Nos entreprises ne réinvestissent pas assez. Même pas dans l'automatisation. Exactement. On a, par exemple, l'intelligence artificielle, on s'en sert beaucoup moins qu'on devrait s'en servir. Tout ça fait partie de la grande productivité. Alors que c'est le terreau de l'intelligence artificielle. Le Tout à fait. Alors, maintenant, le rôle de nos gouvernements, là, tu viens à ça. L'intelligence artificielle, vraiment, la naissance de ce concept et tout ça, c'est des grands savants canadiens, dont notre ami qui est à l'Université de Montréal, Banjo. Et ces gens-là, graduellement, ont vu les subventions du gouvernement canadien à la recherche et au développement de l'IA tomber, alors que tout le monde réinvestissait. Vous savez qu'on investit dans la recherche et le développement au Canada 1,5 de notre PIB. Aux États-Unis, à l'échelle américaine, 3,6 ou 7 Les Chinois, c'est 2,8 À ces niveaux-là, ça fait des différences énormes. On n'investit pas assez dans notre recherche, dans notre avenir. Alors, si ça ne nous donne pas une leçon, et moi, c'est pour ça que je trouve que dans toute situation, il y a un bon côté. Puis je pense qu'on a besoin aussi, moi j'ai toujours dit, entre autres de M. Trudeau, je me permets maintenant, à mon âge avancé, de dire ce que je pense constamment. Mais moi, je pense, j'ai connu le père Trudeau. Vous savez, en Chine, Trudeau, ça se dit Tudo. Et ça veut dire patate. Alors, les Chinois, ils disent la grande patate et la petite patate. Alors, la petite patate est arrivée au pouvoir. Les Chinois, ça a été la catastrophe. Un homme sans culture, sans idée de gouvernement. Moi, je me souviens, j'avais été à Tout le monde en parle, alors qu'il venait d'être élu, il était chef du parti de la troisième opposition. On ne pensait pas qu'il allait gagner et tout ça. Puis j'y avais dit, il avait été embêté en chambre parce que Harper voulait envoyer des avions de chasse en Irak. Et puis, c'était après la crise irakienne, beaucoup plus tard. Et puis, j'avais dit, M. Trudeau, comment se fait que quelle est votre politique? Parce que les journalistes lui ont dit, qu'est-ce que vous feriez à sa place? Puis, il n'a pas été capable de répondre. Et c'est un homme, pour moi, qui est malheureusement un être extrêmement superficiel, qui est arrivé au pouvoir, contrairement à son père, au même âge d'ailleurs, mais sans aucune vision de ce qu'il voulait faire, aucune vision de où s'en va la planète. Comment le Canada, qui a toujours joué un rôle, jusqu'à Chrétien, entre autres, extrêmement important, c'est sous Harper qu'on a complètement abdiqué et qu'on est devenu une puissance que plus personne ne respecte.
Et sur le plan politique international, on n'est pas capable de se faire élire au Conseil de sécurité de l'ONU quand c'est notre tour d'y être. Alors, c'est un temps, je pense. Ça revient à notre question du début. Est-ce qu'il y a des leaders qui vont se lever? Je pense qu'il va en avoir. Je ne pense pas qu'on va passer une période calme. Non. Hein? Mais il faut le voir comme ça. Il faut voir que les Américains... Il a gagné, contrairement à ce qu'ils disent, la plus grande victoire de l'histoire des États-Unis. C'est d'abord sa première fois, je ne sais pas si vous le savez, quand il a été élu en 2016, il était... Le vote populaire, il a perdu. Il a perdu le vote populaire. Il n'y avait pas la majorité, la majorité des voix, la pluralité des voix. Cette fois-ci, il y a 1,5 % de plus que son adversaire, mais tous les autres autour de lui, avant lui, avaient beaucoup plus que ça. Barack Obama, etc. Même Biden avait 5 points quelques et tout ça. Donc, ce n'est pas une victoire. C'est pas si... puis en fait, il fait toutes sortes de blagues aussi pour nous faire peur en disant qu'il pourrait peut-être avoir un troisième mandat. Bon, ça, c'est toute l'histoire. Mais il va falloir... J'ai espoir que le rôle de la presse, le rôle de la population américaine, le rôle des grands commis de l'État aux États-Unis, et même des quelques républicains encore censés. Et des républicains qui existent encore, qui n'osent pas se manifester, mais qui sont horrifiés par ce personnage-là. Entre autres, lorsqu'il parle d'annexion, ouais. Il y a Panama. Ici, on voit le canal. Ouais. Et puis, le canal de Panama, tranchons tout de suite la question, est-ce qu'il est contrôlé par la Chine? Alors, pourquoi il dit ça? Parce que, d'abord, Panama appartenait aux États-Unis, en fait, officiellement, en 1999. Le traité a été signé par Carter à l'époque, en 1976, pour rétrocéder le canal, mais il y avait une date. En 1997, les États-Unis possédaient le canal. Ils ont confié la gestion des deux ports, le port à l'entrée atlantique, le port à l'entrée pacifique, parce qu'il faut qu'il y ait des cargos qui arrivent là. Et ça monte. Et ça monte, donc les cargos sont stationnés, certains s'arrêtent dans le port, certains déchargent des marchandises, etc., etc. La gestion a été confiée à une compagnie qui s'appelle Hutchison Ports, qui est possédée par un milliardaire de Hong Kong. À l'époque, Hong Kong ne faisait même pas partie de la Chine, et n'était pas soumise à la Chine comme elle l'est aujourd'hui. Mais c'est une grande famille. Li Ka-shing, c'est un Canadien. Il a un passeport canadien. Son fils, Victor Li, c'est un Canadien. Je l'ai rencontré avec le ministre Fitzgibbon parce qu'ils avaient un projet même dans le port de Québec. Puis à Québec, il y a eu la même affaire. La population disait, on ne donnera pas notre port à des Chinois. Mais il y a une distinction à faire entre Hutchison Port, qui gère le port de Sydney, qui gère plus que 50 ports à travers le monde, qui est une grande compagnie de gestion portuaire. Elle ne contrôle pas plus le canal que la Chine. Et puis, ils n'ont pas plus de sensibilité aux Chinois, croyez-moi. Puis les Chinois, en plus, il faut le dire, les gens ne le savent pas, jusqu'en 2017, la Chine n'avait pas de relations diplomatiques avec le Panama. Pourquoi? Parce que depuis la création de la Chine populaire en 1949, il y a des pays qui n'ont jamais reconnu la Chine, puis qui reconnaissent Taïwan comme la Chine. Et puis Panama a été comme ça jusqu'en 2017. Puis qu'est-ce que les Chinois font pour les convaincre de passer de leur bord? Ils leur donnent des fortunes. Ils leur avaient promis un TGV, un métro à Panama City, etc. Rien de tout ça a été fait. Et là, on est en train de voir le Panama, depuis quelques années, modérer les transports de la Chine un peu. Donc, c'est un prétexte, c'est une image. C'est un prétexte, mais il parle quand même, s'il le faut, de prendre les armes pour aller rechercher le Panama. Et là, le mot maintenant, c'est rebuy it. C'est quelque chose comme ça. On veut le racheter. Ce qui pourrait se faire. Peut-être que Panama pourrait dire, regarde, vous savez que le canal de Panama a d'énormes problèmes. Moi, j'ai expliqué à la radio comment, par exemple, le principal problème qui menace la circulation maritime dans le canal de Panama, là, je vais essayer de vous expliquer ça, c'est que le canal, il n'est pas droit. Il monte parce que la dénivellation est énorme. Quand il arrive en haut, il n'y a plus d'eau, là. Alors, il faut alimenter le canal constamment avec un lac qui est au milieu du canal et un autre lac plus loin qui est un réservoir artificiel, et c'est de l'eau douce. C'est le seul canal au monde qui doit être alimenté à l'eau douce constamment. Et parce qu'il y a de la sécheresse, le niveau d'eau baisse et pendant l'année, la circulation en 2023 a baissé de 23 %. Alors, c'est n'importe quoi. On dit n'importe quoi, mais ça montre qu'il est puissant, etc. Peut-être que les États-Unis et peut-être que Panama voudrait, dans les circonstances, dire aux États-Unis, on vous le redonne à condition que vous me garantissiez. Sais-tu combien
le Panama fait de ristournes sur le canal? 5 milliards. C'est pas tant que ça. On peut lui garantir ce revenu-là. Ça sera à toi, puis, mais c'est nous qui gérons. Si vraiment on a peur des Chinois, Ouais. on a peur que les Chinois prennent le contrôle. Mais c'est stratégique, comme les autres endroits que tu as identifiés sur la carte qu'on voit à l'écran. Ah oui, cette carte-là, c'est. Je veux pas trop parler parce que je sais qu'il y a des gens qui viennent après, mais j'ai voulu montrer, tu sais, quand on veut montrer l'équilibre géopolitique dans le monde, comment actuellement on est dans une situation où dans les plus grandes voies navigables, regardez la Chine, le détroit de Taïwan, c'est l'endroit où il circule le plus grand nombre de bateaux au monde, menacé si les Chinois décidaient d'envahir Taïwan et tout ça. Là, il y a une tension militaire terrible. On a montré le canal de Panama. Le canal de Suez, c'est depuis la guerre déclenchée par le Hamas le 7 octobre qu'il y a les Houthis qui sont... Les pirates, ils attaquent des aussi. pirates qui attaquent les bateaux, tirent des missiles sur les bateaux, etc. Donc, il y a beaucoup d'armateurs maintenant qui font, au lieu de prendre le canal de Suez, qui leur économise énormément de temps, veulent pas prendre de risques et font le tour. Alors, la circulation dans le canal a diminué de 50 %. Pour l'Égypte, encore une fois, c'est un pays pauvre. C'est un revenu extraordinaire, le revenu du canal. Et l'entretien est beaucoup moins compliqué que le canal de Panama. Et donc, c'est un problème. Ensuite, on parle de toute la mer Noire. C'est un canal de circulation beaucoup entre l'Interland russe, l'Ukraine et tout ça, passer par le détroit des Dardanelles, s'en aller dans la Méditerranée. Une voie de navigation extrêmement importante dans le monde. Actuellement, d'abord, elle n'est pratiquement pas utilisée par l'Ukraine parce que c'est dangereux. Alors, c'est une voie qui est beaucoup moins... Alors, les Russes passent beaucoup par la mer Baltique, mais là, on le voit, il y a toutes sortes de tensions dans la mer Baltique. Il y a des complots pour couper les câbles de communication entre la Scandinavie, la Finlande et tout ça, puis le continent européen. Bref, on se retrouve dans une situation dans le monde où, seulement sur ce plan-là de la navigation commerciale, on voit qu'il y aurait des effets. Là. Il y a une paralysie, il y a un problème économique. Mais c'est une bombe inflationniste. Parce Exactement. Que si le transport de marchandises est stoppé, C'est fou. saboté, Ouais. eh bien là, Ouais. Alors, tout les prix vont s'embrase. monter, on l'a vu. Ouais. Les prix des conteneurs, comment ils ont augmenté pendant la pandémie, la COVID. Là, c'était le problème. Un autre problème, c'était les ports qui ne fonctionnaient pas. Parce que ouais, les la chaîne employés- d'approvisionnement est Bon, interrompue. et la chaîne d'approvisionnement et tout ça, mais bon. Donc, c'est un aspect seulement. Je le montre sur une carte parce que c'est physique. On peut montrer juste à cause de cette perturbation, de cette décennie dangereuse, toute la circulation maritime est vraiment en questionnement, là. C'est un choc des valeurs, mais le Canada, là-dedans, qu'est-ce qu'on a comme avenir à travers ce monde qui est en bouleversement constant? Ben, encore une fois, moi, je pense que... D'abord, on a énormément de richesses, là. Il faut arrêter toujours de se dévaluer. On ne le fait pas systématiquement. On n'est pas aussi... encore une fois, on n'exploite pas autant ce qu'on est qu'on devrait le faire. Je l'ai dit tantôt. On a énormément de choses à repenser dans notre pays. On a été trop paresseux, trop paresseux à cause de cette espèce de relation là, où, on le sait, 75 % de notre commerce s'en va aux États-Unis, puis c'est facile, ça se transporte facilement, puis on a les mêmes normes relatives, la même culture et tout ça. Mais là, si ça devient un peu hystérique, on se réveille puis on dit qu'est-ce qu'on fait. Moi, je pense que les valeurs des Canadiens, pourvu qu'on ait des leaders. Et le problème du Canada, moi, je trouve, en vieillissant, c'est qu'il y a de moins en moins de gens intéressants qui veulent faire de la politique. Et alors, on a des politiciens qui sont très à court terme, très superficiels. Ce pas des visionnaires. Et donc, on a beaucoup de misère à réagir dans des situations comme celle-là. Puis, au contraire, je pense qu'on a tous les atouts, nos ressources naturelles, une économie qui est en train de se transformer beaucoup en économie beaucoup plus durable, beaucoup plus verte. On a un secteur industriel qui avait un potentiel. Moi, j'ai dit dans mon livre sur la Chine que jamais les Chinois n'auraient laissé tomber BlackBerry, Nortel ou Bombardier, comme on a laissé tomber ces entreprises-là, qui étaient des entreprises de pointe dans leur secteur dans le monde. Nortel, les Chinois ont acheté les brevets de Nortel en masse au Huawei. Et Huawei a développé toute une industrie des télécommunications et des communications, des infrastructures de communication. Ou juste regarder, par exemple, l'énergie. Oui. On se rappelle de Petro-Canada. Oui. Il y avait, je pense, une base qui était protégée
c'était des infrastructures du commerce, oui, mais avec une société de la couronne en parallèle. Tout à fait. Puis la politique nationale de l'énergie de Trudeau qui disait qu'il faut garantir le pétrole à tout le monde au Canada au même prix. Ouais. Ce que l'Alberta ne voulait pas. Ils voulaient vendre leur prix dans le monde à un prix. Et là on recommence à discuter de ça. On recommence à dire, bien, le fameux oléoduc là, qui va vers l'Est, on pourrait vraiment l'utiliser au maximum. Puis au lieu de, si les États-Unis nous boycottent puis tarifent notre pétrole, bien, qu'on l'envoie dans l'Est massivement. Ouais, parce que là, Keystone, c'est une direction. Tout à fait. Ça s'en va aux États-Unis, puis il y a un chemin, une route. Exactement. Puis on est cuit avec ça. Et de la même façon, là, tout d'un coup, moi, je me suis intéressé beaucoup à ce projet qui s'appelle GNL Québec. Ouais. Mais cette idée à l'origine, c'est-à-dire, il y a du gaz dont on ne sait pas quoi faire dans l'Ouest, puis il y a un pipeline à construire qui n'est pas très long, qui part de Montréal puis qui s'en va au Saguenay, un gazoduc. Et puis on crée là une infrastructure. Les gens, tu sais, il y avait toutes sortes de gens qui étaient contre. Mais je peux vous dire que les Amérindiens de la région étaient pour. Et ils se préoccupaient des impacts environnementaux. C'était une structure de production extrêmement, en tout cas, importante pour l'environnement. Il y avait une protection énorme. Il y avait un problème de navigation et de poissons dans le Saguenay, c'est vrai, relatif. Mais il y a des mesures d'atténuation pour ça. Tu peux aller plus lentement là où il y a vraiment des baleines, là où il y a vraiment des... Mais bref, aujourd'hui, on repense à ce projet-là. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on réfléchit à l'indépendance du Canada, puis on se dit, bien, regarde l'Europe, ils ont des problèmes, l'Allemagne, là, ils n'en peuvent plus les coûts d'énergie qu'ils ont. Bien, on pourrait devenir un fournisseur avec la liquéfaction du gaz naturel et tout ça. Bref, c'est vraiment moi, je pense formidable. qu'il faut retrouver nos valeurs parce qu'on a des valeurs différentes. Tu sais, 80% des Canadiens ne veulent pas de Trump. On a des valeurs extrêmement différentes de celles des Américains qui sont fondées sur des valeurs de partage et tout ça, qui remontent à il y a longtemps, le nouveau Parti démocratique, le CCF avec Tommy Douglas et tout ça, notre régime public de santé et tout ça. Au lieu de détruire ça graduellement, là, comme on le fait, avec nos réformes de la santé, tout ça, là, bien, si on mettait ça en valeur, on faisait fonctionner ça beaucoup mieux, et on serait, encore une fois, un modèle pour le monde qu'on a déjà été puis qu'on peut redevenir, parce qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire. C'est sur ces mots d'espoir qu'on applaudit, on remercie Jean-François Lépine. Notre prochain invité est Benoît Arsenault, vice-président de district chez Financière Canoë. Bonjour, Benoît. Merci de m'avoir invité. Et la chanson Money for Nothing, ça veut-tu dire que vous n'avez aucun frais de gestion? Non, c'est que tu payes un peu moins d'impôts. Ça revient au même. Ah, c'est pas pire. Et le gars, il est équipé quand même. Je parle de sa Cherry Blossom. Il y a un lien. Oui, il y a un lien et je suis curieux. Bien, on va parler des compagnies des années 70 qui représentaient une grosse partie du S&P 500, c'est-à-dire Kodak, Oui. Sears, Polaroid, sont tous disparus. Ben oui, Un peu comme la Cherry Blossom, c'est qui vrai. va disparaître après, je crois, 150 ans de... Et je peux comprendre, parce que j'ai regardé les ingrédients. Ouf! Ouais, la cerise au marasquin, ça tâche solide, ça. Oui. Il y a beaucoup d'ingrédients que j'ai jamais vus de ma vie. Alors, Canoë, c'est quoi ça? C'est un club de hockey? Oh, tu veux parler de hockey? On va en parler tantôt parce que j'ai un très bon joueur de hockey qui va me suivre après, qui n'a pas aimé que je le compare à Cole Caulfield. Moi, je suis un peu Connor McDavid, puis le dernier, ça va être Connor Bedard, on va dire. L'idée là-dedans, c'est... oui, la question, c'était... C'était Canoë. Qu'est-ce que c'est Oui. exactement? Alors, c'est une firme de fonds mutuels, comme plusieurs, comme Fidélité, comme Dynamique, indépendante. Alors, le mot indépendant est très important pour un investisseur de faire affaire avec un conseiller qui est indépendant. Ça veut dire qu'il a le choix de choisir la famille de fonds de son choix. Tous les produits, ils puisent là-dedans, mais c'est l'intérêt du client qui Toujours. figure en tête de liste. Et ça. Alors, on est une compagnie qui est basée à Calgary avec des bureaux à Toronto, à Montréal. On a une équipe incroyable. On a 21 fonds, des gestionnaires qui se démarquent beaucoup. Notre progression a été fulgurante dans les dernières années. On est parti de 12 milliards à presque 20 milliards dans les 3 dernières années, ce qui, évidemment, est relié au rendement qu'on fait, qu'on donne aux investisseurs. Alors, les bureaux partout dans les grands pôles d'affaires à travers le Canada, mais dans vos équipes de gestion, vous avez quelques étoiles qui vraiment brillent dans le firmament des top gestionnaires.
Oui, on a quelques très bonnes étoiles. Rob Taylor, qui est un ancien de la Banque de Montréal, qui a quitté la banque en 2013 pour se joindre à nous. On a un gestionnaire d'énergie qui est numéro 1 au Canada. Donc, lui est basé à Calgary. Donc, on pourrait parler pendant 1 heure de la crise énergétique qu'on va connaître dans les prochaines années au niveau du nucléaire, le gaz naturel. Il y a beaucoup de choses. On parlait les problèmes un peu mondiaux. Il peut y avoir beaucoup de chocs au niveau énergétique et le Canada est bien placé là, pour se démarquer, surtout vis-à-vis des Américains. Et oui, fait que de belles choses. On parlait du Canada, on est une compagnie canadienne, évidemment. Donc, je crois que ce serait peut-être une façon aussi de revenir au Canada. On peut toujours faire des investissements en Chine, dans les marchés émergents et suite. Mais le Canada, je crois qu'il y a des très bonnes compagnies à travers le Canada qui vaut la peine d'être regardées. Vous avez dans l'alignement un top gestionnaire de Montréal qui gère un portefeuille mondial avec un succès incroyable. Le gestionnaire de Montréal, c'est un gestionnaire plus au niveau des actions privilégiées et on dirait plus de revenus sécuritaires. Donc, Steve DiGregorio qui est à Montréal, mais notre gestionnaire vedette, il est à Toronto. C'est M. Taylor. D'accord. Formidable. Alors, on parle un peu de ce que vous voyez ici. Ça me fait peur de lire ça. Les futures vagues d'inflation représentent un risque extrême. Oui, on est dans le camp. Alors, il y a plusieurs camps. Il y a des gens qui pensent que les taux vont baisser du côté américain. Il y en a d'autres qui pensent qu'ils vont monter. Nous, on craint une deuxième vague inflationniste. Et ça pourrait devenir de M. Trump avec la déportation des immigrants. Donc, si vous déportez 1 million, 2 millions, 3 millions, plusieurs millions, on va dire, des Mexicains sur le bord de la frontière californienne qui prennent des fruits. D'ailleurs, c'est un problème actuellement. Là. Tout le monde est déserté. Ce qui fait que, évidemment, ce que ça va faire, ça va augmenter les prix. Vos fruits vont coûter encore plus cher. Fait que l'inflation va être beaucoup plus du côté américain que du côté canadien, mais au Canada aussi, on va la subir. Ce qu'on a ici, c'est un peu ce qui s'est passé dans les années 70, donc une première vague d'inflation. Et la deuxième vague, c'est là que le marché boursier a corrigé, si on peut dire. Là. Donc, si on regarde la ligne bleue, c'est la ligne qui nous amène là, vers la deuxième vague d'inflation. On n'est pas dedans encore en ce moment. Le Nifty 50, si tu veux l'expliquer un peu. Le Nifty 50, c'est un peu comme les Mag 7 aujourd'hui. Donc, ce sont les compagnies qui représentent le plus l'indice du S&P 500. Donc, 10 compagnies qui représentent 40 je dirais plutôt 38 aujourd'hui, après lundi. Ce qui veut dire que c'est très concentré. Donc, les gens sont un peu aveuglés par cet indice-là, manque de diversification, et même certains journalistes prônent beaucoup pour cet indice-là. Mais il y a beaucoup de paramètres qu'il faut regarder. Évidemment, la devise était très favorable pour vous, les Canadiens, pour nous, les Canadiens, en ayant des devises américaines. Bien, à chaque fois que le dollar canadien baisse, vous faites plus d'argent parce que vous avez des devises américaines, dont l'indice du S&P 500. Donc, ce qui nous fait peur, c'est que si on parle des tarifs, la déportation, les coupures de taxes, beaucoup de réglementation de la part de M. Trump, et il veut faire beaucoup de dépenses. Tout ça est très inflationniste. Alors, tout ce qu'il veut faire, lui, il est très proche du marché boursier aussi. Vous devez savoir que M. Trump aime ça quand la bourse fait bien, et il va tout faire pour que ça fasse bien. D'ailleurs, aujourd'hui, la Fed n'a pas bronché. Elle n'a pas bronché parce qu'elle voit quand même qu'il y a des forces en présence qui peuvent influencer et peut-être réveiller l'inflation. C'est vraiment fascinant ce qui se passe présentement. M. Trump, du côté économique, là, c'est un spectacle là, à tous les jours. La Fed est complètement indépendante du président. Le président ne peut pas dire, puis c'est ce qu'il essaie de faire, vous baissez les taux, parce que si on baisse les taux trop rapidement, vous accélérez l'inflation. Fait que c'est ce que la Fed essaie de dire, bien, il y a encore de l'inflation, elle est là, on va voir ce que tu vas faire avec tes tarifs, puis après ça, on décidera qu'est-ce qu'on va faire. Mais c'est sûr que les tarifs qui soient à 8, 10, 12, ils vont en avoir un peu partout. Il va y avoir de l'inflation du côté américain. On est convaincu de ce côté-là. Money for Nothing, c'est sûr que ta toune nous a interpellés parce que de parler de croissance à imposition différée, ben, tu as voulu illustrer ici quelque chose d'un peu particulier, c'est que vous avez à l'intérieur de votre offre de produits une catégorie fiscale. Bon, l'avantage de faire affaire avec un conseiller indépendant comme toi, Fabien, c'est que tu as accès à des produits ou une catégorie que Fidélité, que Dynamique, que nous, on offre. Mm-hmm. Les banques ne l'offrent pas. Donc, si vous pourquoi ils ne l'offrent pas? Parce qu'ils ont décidé d'utiliser leurs propres produits et il y a un coût. Ça coûte très cher au début
d'investir plusieurs années de ce côté-là. Et la banque étant très... Qu'est-ce qui va arriver dans 3 trimestres? Je ne veux pas dépenser de l'argent. C'est une vision à court terme. Très court terme. Donc, quand vous faites affaire avec un conseiller indépendant, il y a l'option, surtout du côté non-REER, ici on parle de différer, donc une partie de vos actifs, surtout ce qui n'est pas dans le CELI, ce qui n'est pas dans le REER, ça vous permet d'accumuler au cours de 20-25 ans 1,9 fois plus d'argent dans vos poches. OK, tu vas vite un peu, là. La catégorie, comment ça, elle permet d'accumuler puis de ne pas déclarer l'impôt, là? C'est-à-dire qu'une catégorie, c'est plusieurs fonds mutuels. Il y a des dépenses, il y a des revenus. Les dépenses, ils viennent des frais de gestion. Et vous avez les revenus d'intérêt qui sont vos obligations, vos revenus fixes. Surtout aujourd'hui, dans un environnement où les taux sont plus élevés, l'avantage de ce produit-là est beaucoup plus élevé que il y a 5 ans, lorsque les taux étaient à 1 ou 2 %. Alors, ça transforme, si je comprends bien, le revenu étranger et revenu d'intérêt en gain en capital? Exactement. C'est pour ça que lorsqu'on vend le produit à un moment donné, que ce soit dans 10 ans, dans 15 ans, c'est du report d'impôt. J'espère qu'il n'y a pas... Même s'il y a quelqu'un de Revenu Canada ici, on va finir par payer l'impôt, évidemment, mais on va choisir le moment où est-ce qu'on va déclencher cet impôt-là. OK. Tu as voulu illustrer ici 500 000 sur 25 ans et l'impact. Si on a un placement traditionnel qui va déclarer dividendes étrangers, dividendes, revenu intérêts, d'intérêt, tout ça. oui. Alors, on a un chiffre pas mal plus bas, là. On est sous le million avec des investissements traditionnels au bout de 25 ans. On est à 1,6 million qui a composé, sans dire à l'abri de l'impôt, mais qu'on a été capable de reporter avec les dépenses. C'est comme détenir un immeuble à revenus. Ouais. Vous avez des dépenses. Au moment où vous revendez votre immeuble à revenus, vous payez de l'impôt. C'est la même chose. Excepté que nous, on a de la peinture, de la rénovation à faire à chaque année sur notre immeuble à revenus, ce qui fait qu'on est capable de reporter dans le futur les gains. On a un tableau où tu l'illustres. Ça peut correspondre à quoi un rendement, en fait, le rendement requis pour générer un revenu après impôt de 25 000 $. Et là, tu as mis tes 3 colonnes, là. Un placement qui distribue un revenu d'intérêt, un placement qui distribue des dividendes déterminés. Le dernier, c'est du remboursement de capital? Oui. Donc, ce qu'on essaie d'illustrer ici, c'est que votre conseiller va essayer de vous... Évidemment, si vous avez peur, vous allez absolument aller dans des produits très conservateurs en CPG à la banque, vous allez payer de l'impôt et vous allez en rester moins à la fin de la journée. Si vous avez dans des compagnies qui versent des dividendes, les dividendes sont moins posés, donc vous faites un peu plus d'argent. Et si on a une combinaison de retour de capital, d'augmentation de capital, il vous en reste plus dans vos poches. L'idée que j'essaie de vous démontrer aujourd'hui, c'est qu'il y a des produits qui existent dans des compagnies indépendantes qui vous permettent de ne pas payer de l'impôt tout de suite à chaque année. Et l'année passée, c'était une belle année parce que si vous avez payé, mettons, 10 000 $ d'impôt, ce 10 000 $-là, il n'était pas investi, puis on vient d'avoir une année où certains fonds d'action ont fait 20, 30. Puis mon cher ami va vous parler de Mark Schmel qui en a fait 60 l'année passée. C'est de l'argent qui ne s'accumule pas pendant ce temps-là parce que vous avez été obligé de faire un chèque, plus les acomptes provisionnels que vous avez été obligé de faire, que vous avez reçu votre lettre probablement aujourd'hui ou hier. Fait que c'est un peu le but, c'est de savoir, quand on fait affaire avec un conseiller qui a accès à ces produits-là, bien, il vous reste plus d'argent dans vos poches. Merci. Aussi simple que ça. Alors, la catégorie fiscale, c'était présenté par Benoît Arsenault, mesdames et messieurs. Merci. Marc-Antoine est un VP de district, cette fois chez Fidélité. Et chez Fidélité, on doit faire une confession. On suit la recherche de fidélité. Puis, on dirait qu'il y a à peu près 6 mois d'avance sur l'actualité. Vous avez un talent pour voir les choses venir. Et puis là, on a justement besoin d'un guide. Là. On commence à être perdu un peu, mais il y a de l'espoir. Jean-François nous le dit, il y a de l'espoir. Est-ce que chez vous, vous êtes découragé? Non, nous autres, on aime ça. Voyons donc. Quand il y a de l'incertitude, les investisseurs paniquent. Nous autres, c'est des bonnes façons de repositionner nos portefeuilles, acheter des stocks à rabais, trouver des aubaines. Vous savez, quand le marché monte, quand le marché baisse, il y a toujours un stock à acheter, une compagnie qui a une belle histoire, croissance des profits positive. Il y a toujours des aubaines, il faut les trouver. Notre job comme Canoë Dynamique, c'est de rencontrer les entreprises et les dénicher, ces petits bijoux-là. Donc, peu importe si ça va bien, ça va mal, on rentre au bureau, on rencontre les entreprises, puis en espérant, on trouve des bonnes idées. Mais avec justement le côté émotif des marchés, des politiciens qui sont plus forts en gueule que d'autres, on dirait que
c'est impossible de prévoir, mais pourtant, quand on s'en tient au profit, on voit plus clair. Il y a un dicton en anglais qui dit « Stocks follow earnings », donc la bourse a tendance à suivre la croissance des profits. Ce qui arrive, c'est que c'est pas mal plus facile de prédire des profits que la direction de la bourse. On rencontre les entreprises, ils ont un historique de croissance des profits ou même un historique de gestion du côté des PDG, CFO, du côté des opérations. On s'entend qu'une entreprise qui débute a un moins grand historique, c'est un peu plus difficile à prédire s'ils vont être capables de livrer sur la croissance. Mais une entreprise qui a 25 ans d'historique, qui a passé à travers plusieurs crises, une perte de croissance, soit de la demande pour leurs produits, etc., ils ont été capables de sortir de ça. Ça amène une certaine conviction plus élevée. Puis nous, notre travail, c'est de rencontrer ces entreprises puis essayer de voir si ce qu'ils tentent d'accomplir est faisable. C'est une grande probabilité que ça soit faisable. Est-ce que le discours politique a de l'influence sur vos décisions? Nous autres, il y a des fameux gestionnaires qui ont dit si vous passez 2 heures sur la politique économique, vous avez perdu 2 heures de votre vie. On a tendance à beaucoup plus passer de temps à rencontrer les entreprises que d'essayer de prédire qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue politique. Ce que j'ai aimé, M. Lépine a parlé de la Réserve fédérale, Benoît en a parlé aussi pour les coupeurs de taux d'intérêt, où on va prendre une pause. Ce que j'ai beaucoup aimé de Jerome Powell quand Trump a été élu, c'est qu'il n'allait pas essayer de spéculer sur les politiques économiques de Trump. Et à voir à quel point... C'est difficile à suivre de toute façon. Exactement, mais ce qui arrive là-dedans, c'est que de la manière qu'on perçoit la tactique de négociation de Trump, c'est qu'il essaye de, pour le Canada, nécessairement de renforcer la frontière du côté canadien. Il va essayer par tous les moyens d'y arriver, mais la réalité, c'est que si vous essayez de prédire ce qu'il va tenter de faire, il y a une grosse différence entre qu'est-ce qu'il va être capable de faire et qu'est-ce qu'il veut faire. Mais la réalité, c'est que vous prenez position dans vos portefeuilles contre sa vision ou en ligne avec sa vision, puis ça ne se concrétise pas. Vous n'êtes peut-être pas nécessairement dans les bonnes portions du marché. Tu m'amènes dans une direction, certains vont dire, avec ce qui se passe là-bas, ça n'augure rien de bon, on devrait sortir complètement du marché américain. Bonne ou mauvaise idée? Nous, on est surpondéré aux États-Unis dans nos portefeuilles. Ah oui, pourquoi? Donc, comme d'emblée, j'ai dit que la croissance des profits a tendance à dicter la direction de la bourse. Quand on regarde à l'échelle mondiale, quand on regarde au marché canadien, puis en fait, c'est ma prochaine diapositive, si vous voulez passer à la prochaine, mais la croissance des profits aux États-Unis, même l'économie américaine va très bien. Trump tente de marteler par tous les moyens que l'économie américaine ne va pas bien, mais quand on regarde le taux de chômage, on est à presque plein emploi, on est à 4 %. Ton PIB va annualiser presque 2,5 %. Tu compares ça avec le marché canadien qui est autour de 1,5 avec un taux de chômage autour de 6,5 Ce n'est pas les mêmes chiffres. Ce que l'économie canadienne, l'économie américaine nous a démontré dans les 2 dernières années, c'est que malgré qu'ils ont baissé leur taux d'intérêt, l'économie était capable de prendre des taux à 5 %. Donc, pour nous, de voir que quand on analyse les attentes de croissance des profits à l'échelle mondiale, le fait qu'on double quasiment le plus proche concurrent aux États-Unis, ça augure dans notre recherche ou dans notre vision que les États-Unis ont un certain pouvoir concurrentiel où ils ont les entreprises qui ont tendance à innover le plus, où ce que la croissance des profits est juste plus forte. J'imagine que vous regardez ailleurs que dans le SP10, il y a le SP490 qui mérite peut-être une attention. C'est pour ça que quand on regarde les évaluations du marché, on est d'accord avec la rue qui dit que d'emblée, le S&P 500 peut avoir de l'air cher. Donc, quand on regarde les ratios cours-bénéfices, on est autour de 22 fois les profits. Ce qui veut dire que si vous rentrez aujourd'hui, pour chaque dollar de profit généré par une entreprise, vous avez tendance à payer 22 $ pour. Si on regarde à l'échelle mondiale, il y a des régions qui sont pas mal plus cheap, mais comme je vous l'ai expliqué, la croissance n'est pas nécessairement au rendez-vous. Donc ça, ce que ça m'a démontré, c'est que, oui, le marché présentement américain est à prime versus les autres régions. Par contre, il y a une raison pour ça. C'est à cause que la croissance des profits a été pas mal plus forte. Vous avez suivi les 7 magnifiques qui ont été d'avant-plan du côté de l'intelligence artificielle, a aidé avec l'innovation, a aidé avec la productivité du pays, ce qui fait en sorte que quand il n'y a pas de croissance ailleurs, vous voulez placer votre argent où ce qui est mieux traité. Puis ça a été aux États-Unis. Donc, présentement, quand on rencontre nos entreprises, mais surtout quand on rencontre les autres grandes régions économiques, tout pousse encore vers avoir une surexposition aux États-Unis. Il y a donc de bonnes entreprises, mais qui ne concentrent pas non plus leur centre de profit uniquement aux États-Unis. Ça, je pense que c'est important de le Non, rappeler. exactement. Donc, tu sais, on parle du marché américain, mais les entreprises américaines font affaire à l'échelle mondiale. Donc, oui, on est surpondéré aux États-Unis, mais c'est parce que les plus grandes entreprises au monde y sont.
Mais encore une fois, je le répète, c'est à cause de la croissance des profits, y est aussi. Donc, Parlons du déficit commercial. Est-ce que c'est un problème? ça dépend comment on le regarde. Puis, M. Lépine a fait des nuances aussi du côté de l'énergie. Mais quand on regarde, Trump à Davos, en Suisse, la semaine dernière, il a dit qu'on avait un déficit avec le Canada de 1 trillion de dollars. Là. Ça revient un peu à des incohérences que vous disiez au début. Mais quand on regarde les chiffres, je veux dire, enlever le secteur de l'énergie, c'est en fait nous autres qu'on a un déficit commercial avec eux. Donc, il y a une raison pourquoi il y a des échanges économiques, pourquoi il y a des accords de libre-échange, parce que vous avez des régions géographiques qui ont des avantages concurrentiels, soit sur les salaires, soit sur les façons de faire, soit sur les façons de produire certains produits que tous les pays peuvent en bénéficier. Puis malheureusement, depuis 2017, après le premier mandat de M. Trump, bien, on a commencé à assister à une démondialisation, ce qui a fait en sorte que c'est plus tous les pays qui s'enrichissent en même temps, mais qui risquent d'avoir des accords unilatéraux qui font en sorte que quelqu'un qui est un petit peu plus volatile. Au Canada avec autant de véhémence, qu'est-ce qu'on lui a fait? Ça revient un peu du côté des frontières, je crois. Depuis 2020, il y a presque 9 millions de personnes qui sont rentrées aux États-Unis sans papiers légaux. Ils ont été assez vocales sur le fait qu'ils voulaient que ça cesse. Je pense que nous, si on ne l'avait pas remarqué, on avait peut-être la tête un peu dans un trou. Mais depuis le début, qui est rentré en course électorale, il disait que nos frontières étaient un peu comme un Swiss cheese, où plusieurs personnes pouvaient rentrer aux États-Unis. Mais la question des tarifs, je veux dire, il a été assez clair. Là. Il dit, si on est capable de renforcer les frontières, il n'en mettra pas. Puis son responsable du commerce international l'a répété encore aujourd'hui. Donc, d'après nous, on persiste à croire sur une tactique de négociation. Encore une fois, je reviens à l'incohérence, je veux dire, puis sa puissance ou son obsession avec les marchés boursiers. Quand il est rentré au pouvoir le 20 janvier, il a attendu que la bourse soit fermée pour annoncer qu'il voulait mettre des tarifs de 25 % sur le marché canadien le 1er février. Par contre, il a nommé une équipe pour faire une étude sur l'impact des tarifs sur les États-Unis potentiels. Cette équipe-là, il faut qu'elle y revienne le 1er avril. Donc, il y a encore une incohérence ici. Donc, ouais. Est-ce qu'on va le croire? Ça va être quand même le 1er avril? Oui, exactement. Donc, ça va sûrement être encore le 1er. C'est pas de dire qu'il ne les appliquera pas le 1er février. Est-ce qu'il va mettre 10 %, 15 %, 25 % dès le début? Par contre, la réalité, c'est que, je veux dire, ça y ferait mal aussi. Puis une raison pourquoi on est un des plus gros partenaires économiques avec eux, c'est parce qu'on a des ressources naturelles, puis on a un avantage concurrentiel qu'eux n'ont pas. Ils en bénéficient aussi. C'est ça l'affaire. Donc, dans le temps des fêtes, là, il a publié sur Truth Social, c'est quand même incroyable d'appeler son réseau comme ça, La Vérité. Ça a été repris sur X aussi, où on le voyait, et il avait mis, pour montrer l'inculture du personnage, des montagnes d'Europe avec le drapeau du Canada qui flottait. J'ai pas vu ça. Oui. C'était des montagnes en Suisse. Je pense qu'il y avait le Mont Blanc qu'on voyait à l'horizon. Mais c'est farfelu. Puis il y avait le drapeau du Canada qui flottait. Et lui, en super-héros, évidemment, en veston. Il fait peut-être moins 15, mais c'est un détail. Et c'est comme si, territoire à conquérir. Mais je pense que, la première fois qu'il a tweeté qu'il allait mettre des tarifs chez nous, je pense qu'il a vu la réaction des Canadiens, puis il a fait comme « Oh mon Dieu, j'ai quelque chose qui a mordu. Je vais marteler ça jusqu'à temps que j'aille ce que je veux. » Puis c'est ça qu'il fait. Donc, la question du 51e État, ça aussi, ça a mordu. Puis il continue de le marteler. Donc, nécessairement, quand tu regardes la situation économique, comment est-ce qu'on est un gros partenaire avec eux, c'est pas nécessairement dans son intérêt de mettre des 25 % de tarifs sur notre pays, ou même du côté du Mexique de cet effet-là. T'sais, on transige à peu près 4 millions de barils de pétrole brut par jour. C'est à peu près 60 % de l'approvisionnement qu'ils ont besoin par année. Côté du gaz. Exact. Donc, il a besoin de notre pétrole. Puis une des premières choses qu'il a dit dans sa campagne électorale, c'est qu'il ne voulait pas augmenter le prix à la pompe pour son électorat. Donc, si tu mets des tarifs sur des produits qu'on exporte aux États-Unis, ça va nécessairement coûter plus cher. Puis, détrompez-vous, là, des tarifs imposés sur nos produits qu'on vend là-bas, c'est pas le Canada qui paye pour ces montants-là, c'est les Américains. Par contre, nous, ce qu'on pourrait payer sur ces augmentations de tarifs-là, c'est sur la demande pour nos produits, mais
quand tu es aussi dépendant comme ça ne change pas du jour au lendemain. C'est certain que tu peux renégocier d'une certaine façon avec nos compagnies le prix qu'ils payent pour. Mais je veux dire, nous autres, s'il y a des tarifs qui sont imposés sur notre économie, il y a un mécanisme, un balancier qui ferait en sorte que notre devise pourrait se déprécier davantage, puis faire en sorte que la demande ne bouge pas non plus. Mais ça peut être attrayant. Des entreprises américaines vont peut-être se dire, malgré le tarif, on pourrait peut-être importer davantage. On a un double deal. Exact. Ça, je suis d'accord avec toi. Puis aussi, le fait que tu as des entreprises canadiennes, que oui, on peut penser que toutes les entreprises canadiennes vont être frappées de la même façon avec un tarif de 25 %, mais ce n'est pas toutes les entreprises qui produisent leurs produits au Canada. Vous avez des compagnies canadiennes qui ont des usines de production aux États-Unis, mais si on met des tarifs de 25 % sur les produits du Canada, bien, cette compagnie-là vient d'avoir un pouvoir d'achat énorme où elle peut juste augmenter ses prix de près de 24 % puis être quand même concurrentielle avec les entreprises canadiennes qui ont des usines productives ici. Donc, c'est pas vrai que toutes les entreprises vont être impactées de la même façon. Vous savez, la bourse, c'est pas l'économie. Il y a un pouvoir de visibilité où ce qu'on peut tenter de prédire le futur. Mais chez nous, quand il vient à Donald Trump, puis on fait vraiment attention à qu'est-ce qu'il dit, puis qu'est-ce qu'il fait, puis qu'est-ce qu'il fait pour vrai, puis qu'est-ce qu'il rentre en termes de législation, parce qu'on ne veut pas se faire prendre du mauvais bord de la médaille. L'autre chose, par contre, c'est qu'on a définitivement un plan. Je veux dire, il nous fait travailler en tabarnouche. Faut avoir un plan, parce que si jamais il y a des tarifs qui sont imposés de cette ampleur-là, comme je l'ai expliqué, la nuance entre des usines productives d'un bord ou de l'autre de la frontière, nous autres, on a des stocks qu'on veut acheter, on a déjà un plan, puis nos gestionnaires veulent déjà se repositionner. Donc, oui, le côté médiatique peut être souvent quasiment de la propagande jusqu'à un certain point pour M. Trump. Moi, je dis tout le temps, quand il y a trop d'incertitudes ou le côté médiatique prend le dessus sur vos émotions, mettez vos passwords aux poubelles puis regardez plus vos états de compte, laissez ça aller, laissez le temps faire son travail. Il faut mettre donc nos portefeuilles de placement en confinement. Quasiment. Puis laissez ça aller. Je veux dire, vous êtes tellement occupé durant la journée. Je pense pas que vous avez de temps justement pour passer là-dessus, mais sachez que, je veux dire, on a une armée d'analystes à l'échelle mondiale. On a plusieurs gestionnaires dans les hubs principaux financiers. On rencontre des centaines d'entreprises par jour parce qu'on a cette capacité-là. Puis souvent, tu sais, à plusieurs styles de gestionnaires chez nous, que ce soit des gars défensifs, des gars croissance, des gars momentum, etc. Je vous spare les termes, mais chez nous, le sentiment est assez positif, même que tout le monde y trouve son compte. Je veux qu'on parle de Mark Schmel parce que c'est sans doute le top gestionnaire depuis 2017 au Canada. Il réussit des coups de circuit dans des moments inattendus. L'année dernière, 58 % de rendement. Lui, avec l'histoire de l'intelligence artificielle, DeepSeek, il y avait plusieurs actions d'intelligence artificielle. Oui. Qu'est-ce qu'il pense de ça? Lui, en fait, il a déménagé à San Francisco pour être plus près des entreprises. C'est un des seuls gestionnaires chez nous qui a réussi à faire ça, mais c'est assez intéressant ce qui s'est passé justement avec DeepSeek, puis comment est-ce qu'on teste la résilience des 7 magnifiques. Parce que depuis un bon 10 ans, on peut appeler, tu as eu 7 entreprises qui ont tiré pas mal la croissance du marché à la hausse, mais tu n'as jamais vraiment eu quelqu'un ou une idée ou une nouvelle technologie ou un breakthrough qui pouvait faire en sorte qu'on pouvait les challenger. Puis la ruée vers l'or du côté de l'intelligence artificielle, de la façon américaine de le faire, ça a été d'investir énormément d'argent sur l'infrastructure, mais aussi sur les logiciels. La puissance de calcul. Puis une compagnie comme NVIDIA, qui est devenue la plus grande entreprise au monde, qui perd 20 % en une journée, nous, ce que ça nous démontre, c'est à quel point il y a eu de la complaisance dans les dernières années de miser juste sur ces entreprises-là, puis à quel point le marché a une bonne compréhension de ce qui se passe avec ces entreprises-là. Parce que comme je vous l'ai dit d'emblée, la croissance des entreprises a tendance à suivre la croissance des profits. Ces entreprises-là, Amazon, Meta, Microsoft, NVIDIA, investissent des milliards de dollars dans la recherche pour l'intelligence artificielle, puis en espérant être le gagnant de ça. Par contre, c'est quand qu'on va revoir les retours d'investissement là-dessus. Parce que ça met une pression énorme sur les marges de ces entreprises-là. Puis au fur et à mesure qu'ils dépensent de l'argent, on a parlé des ratios co-bénéfices ou des évaluations au marché, bien, si tes profits baissent puis le monde continue de l'acheter, bien, ton coût pour chaque dollar de profit que tu fais continue d'augmenter.
Puis on se pose la question, est-ce que le marché est cher aujourd'hui? Il y a certaines pockets du marché, comme les 7 magnifiques qui le sont. Tu veux en détenir parce que c'est les entreprises les plus profitables au monde, mais après ça, il faut que tu te poses la question, je suis prête à payer ce multiple-là encore aujourd'hui si ça continue d'augmenter? Est-ce que je suis mieux de regarder d'autres entreprises qui ont un niveau de croissance aussi intéressant, même parce qu'ils n'ont pas une grosse pondération dans l'indice, ils passent sous le radar? Donc, notre travail, le travail de Canoë, le travail de Dynamique, c'est de dénicher ces entreprises-là. On espère le faire mieux que le marché. Mais vous nous donnez notre chance, 3 ans, 5 ans, 10 ans, on a de très bonnes chances de battre le marché. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Plaisir, merci pour les Brunet. invitations. Marc-André, tu es dans une grande équipe, des décennies d'expérience dans le marché du crédit. Le marché du crédit, en fait, c'est un peu l'opposé du marché des actions, des détentions de titres boursiers, mais une grosse partie, en fait, c'est peut-être même plus gros que le marché des actions. Définitivement. Puis, tu sais, lorsqu'on regarde là, les investisseurs, ils ont différents choix, dont vous. Puis, le revenu fixe, c'est quand même une place de choix dans un portefeuille diversifié. Mais pourquoi, dans les dernières années, les gens boudaient le revenu fixe comme les obligations? Il y a vraiment 2 raisons majeures pour mettre tes obligations dans un portefeuille. Comme on sait, un portefeuille d'actions, c'est là pour la croissance, à long terme, pour battre l'inflation. Les revenus fixes sont là vraiment, pour avoir un revenu, je dirais, raisonnable. Et la deuxième, j'appellerais ça peut-être une police d'assurance pour une catastrophe économique, comme on a vu en 2008, où le marché de l'équité a baissé beaucoup. Donc, la portion de revenus fixes ne baisse pas, même que de façon générale, elle monte en valeur. Donc, ça vient protéger, si on veut, le portefeuille. Puis la raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné pendant plusieurs années, c'est la réaction des banques centrales à la crise de 2008. Avec une économie américaine qui est vraiment par terre pour des raisons, si on veut, le marché immobilier qui était à la baisse. Les banques centrales ont laissé les taux d'intérêt à des niveaux très bas. Donc les revenus fixes ne donnaient pas beaucoup de rendement et ça a poussé, dans le fond, les gens à prendre plus de risques. Le marché de l'équité a bien fait pendant ce temps-là. Et on voit qu'avec la COVID, ça a été le point tournant ultime, où les banques centrales ont encore une fois emmené les taux d'intérêt à zéro. Mais ça, combiné avec les déficits des gouvernements qui ont été énormes, et le fait qu'on a eu finalement le vaccin après un petit bout de temps, l'économie est repartie, ils ont décidé de le laisser trop longtemps. Ouais, et là, on a eu, si on veut, une réaction, puis on le voit dans les rendements ici, là, sur 3 ans, les obligations gouvernementales sont encore négatives. Donc, le réajustement a été difficile. C'est à cause de 2022. La surgence de l'inflation, ça fait très, très mal. Les banques centrales ne l'ont pas vu. Ils l'ont manqué. C'est des humains. En investissement, il ne faut pas vraiment nécessairement investir avec ce qui est le consensus. Il faut regarder le potentiel pour et contre. Et les banques centrales l'ont vraiment manqué. Toutes les banques centrales l'ont manqué. En fait, c'est un peu contre-intuitif de penser que parce que les taux baissent, c'est pas intéressant, les obligations. Oui, bien, tu sais, il y a le taux à court terme. La Banque du Canada, aujourd'hui, a baissé les taux d'intérêt à court terme de 25 points de base. Et tu as un petit peu plus loin sur la courbe, les obligations 5 ans, avec des maturités de 10 ans et à long terme. Bien, ceux-là, effectivement, lorsque le marché dit « Ah, j'ai une demande, je veux avoir ce rendement-là parce qu'il devrait être attrayant », bien, le prix dans la valeur, dans le marché secondaire, le prix de ces obligations-là, qui ont un coupon plus élevé, monte en valeur. Parce qu'on a tendance à croire que quand on achète une obligation, on est obligé de garder ça jusqu'à l'échéance, mais c'est faux. On peut s'en départir. Il y a un marché secondaire. C'est pour ça que si on achète une obligation à 100 $, quelques jours plus tard, on peut l'avoir à 99,50, à 97. Hey, c'est garanti. Pourquoi le prix dans mon relevé s'affiche avec une perte? Effectivement, si on le garde à l'échéance, on Il y va en aura avoir pas. le rendement. Effectivement, si on est actif, il y a des opportunités quand il y a de la panique. Donc, présentement, avec les taux qui ont augmenté beaucoup, les obligations qui ont été mises il y a 3-4 ans, il y en a plusieurs qui se transigent sous le pair.
OK. Donc ça, c'est une belle opportunité pour nous, en tant qu'investisseurs, d'aller les acheter à un coupon peut-être moins élevé, mais au lieu d'avoir un revenu d'intérêt, ben, on a une partie aussi qui est un gain en capital, qui est avantageux. OK, on va pour nous revenir aussi. là-dessus. Donc, si on achète une obligation à escompte, la différence entre le prix payé et sa valeur à maturité, ça, c'est du gain. C'est un gain en capital comme une action ordinaire, effectivement. Donc, mais ton rendement courant est plus bas à court terme que le marché secondaire, que le marché de demande. Mais éventuellement, comme on sait, payer des impôts, on veut optimiser notre rendement après impôt. C'est des opportunités qu'il y a présentement dans le marché. Mais pourquoi on voit donc une dichotomie entre ce que fait la Fed, la Réserve fédérale américaine, et la Banque du Canada? Mais là, il y a un écart de 2 entre les deux. Ah, c'est très élevé, effectivement. Puis la raison est quand même assez simple. Là, tu sais, les États-Unis, pour des bonnes raisons, ont gardé les taux à des niveaux très bas pendant plusieurs années après 2008. Ouais. Nous, le Canada, étant donné qu'on est très intégré, on a bénéficié, si on veut, beaucoup plus. Puis on n'avait pas besoin d'avoir des taux aussi bas, mais on a bénéficié de ça et notre consommateur a pris avantage et s'est endetté. Donc, avec la hausse importante des taux d'intérêt à partir de 2022, ben, l'économie canadienne, notre consommateur canadien, qui est 65 du PIB, ben, il y a un impact sur le cash flow beaucoup plus élevé qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, les consommateurs sont capables d'avoir une hypothèque sur 30 ans et refinancer. Donc, il n'y a pas vraiment d'impact. Donc, notre économie est plus affectée avec les hausses de taux d'intérêt que les économies américaines. Et en plus de ça, le gouvernement américain a des déficits fiscaux de 6,5 qui est habituellement ce qu'on voit dans le creux d'une récession. Ils ont décidé de le garder, même si l'emploi est fort, même si l'économie va bien. Donc, ils ont été capables de passer à travers une croissance, si on veut, plus grande que le Canada. Sur l'image ici, tu veux nous expliquer pourquoi les marchés semblent vraiment en désaccord avec les banques centrales comme la Banque du Canada, la Fed et la Banque d'Europe? Oui, définitivement. Habituellement, lorsque les banques centrales décident de changer un régime, quand je parle de régime, c'est soit un régime baissier des taux d'intérêt, un régime stable ou un régime haussier. Actuellement, lorsqu'ils passent d'un régime haussier à baissier, OK? Les obligations avec une échéance à plus long terme, habituellement, le marché demande ou les taux d'intérêt baissent, hein, parce qu'éventuellement, l'économie va ralentir, des choses comme ça. Et là, ce n'est pas ce qui est arrivé. Là, on est retourné, 60 ans dans l'histoire, puis on a regardé tous ces cycles-là. À partir de la date du changement de régime, habituellement, les taux d'intérêt, 10 ans, puis là, on met les taux américains, mais ils sont tous plus bas qu'ils étaient à la date de la première coupe, sauf aujourd'hui. Et c'est arrivé une autre fois au début des années 80. Et moi, ce qui me surprend, c'est que Jerome Powell, la Réserve fédérale, a décidé au mois de septembre de changer de régime avec une coupe de 50 points de base. Avant les élections, en tant que gestionnaire de risque, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il a décidé d'y aller avec 50 versus 25. Il aurait pu y aller avec 25, pas attendre. Là, finalement, on voit que là, il est en train de dire que l'économie va mieux qu'il pensait. Donc là, le marché présentement commence à anticiper. Puis là, la Réserve fédérale s'ajuste. Elle dit, là, je vais prendre une pause. C'est ce qu'ils nous ont dit aujourd'hui. Ils nous dit, on va prendre une pause. Fait que c'est peut-être une erreur. C'est peut-être un coup d'épée dans l'eau où la crédibilité de la Réserve fédérale, selon moi, a été amochée. Encore une fois, sous Jerome Powell. Mais est-ce que les obligations américaines sont encore attrayantes? On a un rendement. Je disais les raisons pour lesquelles avoir du revenu fixe, c'est un rendement raisonnable. Donc là, on est capable de faire du 4,5, 5, 6 en ayant des obligations avec des échéances de 3, 4, 5 ans, des compagnies de bonne qualité. Donc oui, c'est attrayant, selon moi. La probabilité de battre l'inflation sur 1 an, 2 ans, 3 ans est quand même assez élevée. On voit aussi, par exemple, le Canada, là, on a quand même le marché présentement demande moins de rendement pour le marché obligataire canadien qu'américain. Ça, je trouve que c'est gros. Donc, plus de un écart aussi potentiel. prononcé. Oui, un petit peu trop. Là. Peut-être le marché canadien est un petit peu trop cher, du moins en relatif. Marc-André, un segment qu'on entend de temps en temps, c'est le mot alternatif liquide. Ça, là, ça nous perd un peu. Là. Explique-nous ça dans tes mots.
Ben, tu sais, on parlait tantôt là, des portefeuilles là, d'actions ordinaires pour avoir la croissance, puis revenu fixe comme pas les assurances, puis du revenu. Ben, il y a plein d'autres, puis il y a une grosse classe d'actifs au centre que mes clients institutionnels utilisent depuis des décennies, qui sont Institutionnel, ça veut dire les caisses de retraite? les caisses de retraite, effectivement. Ouais, OK. Et ces placements-là, ça peut être des placements privés, ça peut être l'immobilier, ça peut être des solutions Infrastructure. d'infrastructure, ça peut être également des stratégies alternatives. Fait que ça, c'est des stratégies liquides. Donc, c'est pas de l'infrastructure. Tu es capable d'acheter et vendre ça, OK. mais dans lequel le but n'est pas finalement d'avoir un rendement directionnel au marché d'équité ou au marché des revenus fixes. Il est entre les deux. Donc, vraiment, avoir un rendement absolu, mais avec une faible corrélation au marché de l'équité, aux revenus fixes. Donc, c'est vraiment une grosse classe d'actifs qui est en croissance. Moi, dans mon portefeuille principal personnel, j'en ai beaucoup, parce que je crois que la probabilité de continuer d'avoir des gros rendements comme on a eu dans les 10-15 dernières années, dans le futur, peut-être pas à court terme, à moyen et long terme, est faible. Il y a toujours des opportunités, mais là, de façon générale, les primes de risque sont faibles. Ouais. Le marché est un peu complaisant, il n'y a pas de planique. Donc, je pense que c'est une belle place pour aller investir, pour avoir une diversification. Tu as parlé tantôt, donc, des obligations comme police d'assurance, les actions. Entre les deux, ça se trouve là. Et le fait de l'ajouter, on augmente ou on diminue le risque? On diminue le risque parce qu'il y a une corrélation faible. Bien, le meilleur exemple, c'est en 2022. 2022, tes actions ordinaires ont baissé, ton portefeuille obligataire en valeur a baissé. Donc, s'il y avait eu des stratégies alternatives, ben, il faut trouver les bonnes. Regardez quel a été le rendement en 2022. Et ça, ben, si vous cherchez les bons partenaires, les bonnes stratégies, il aurait dû aider le portefeuille. Donc, moins de risques sans vraiment trop faire mal au rendement. Il y a beaucoup de gens dans la salle, on reconnaît des clients, des gens à qui on a jasé et aussi on leur a donné le goût de participer à des investissements à prime qui vont compléter le revenu. Curieusement, ça fait des rendements même quand les marchés baissent. C'est bien. C'est une bonne... Il y a toujours des opportunités. Hein? Dans les marchés haussiers, baissiers, il y a toujours des opportunités. Je crois que j'ai dit tantôt que les marchés, je vais les appeler les marchés risqués, là, le marché d'équité, des choses comme ça, il y a beaucoup de complaisance. Mais il y a toujours des opportunités. Donc, la gestion active, je crois, présentement ou dans le futur, beaucoup de potentiel de valeur ajoutée, surtout dans le fond, moi je parle dans mon monde, qui est les revenus fixes. Là. Je pense que ce qui s'en vient dans le futur va être très intéressant au niveau opportunité. Tu as voulu nous illustrer ici le fait d'inclure des incorporations, des obligations corporatives dans le portefeuille, plutôt que du gouvernement, ça peut permettre d'ajouter du rendement. Oui, bien, tu sais, en tant que revenu, ben, on a un revenu additionnel pour prêter à la banque TD, par exemple, versus le gouvernement. Hein, parce qu'on prend un risque de défaut, même si c'est très faible, ou de volatilité des écarts de crédit. Puis plus on va loin dans le temps, ben, plus la prime est élevée. Donc ça, je pense que c'est des opportunités qu'on a. Je montre ici, par exemple, les rendements courants sont attrayants, mais ta prime additionnelle pour prendre la volatilité de crédit est faible. Hein, puis on est de retour là, aux États-Unis à 2004-2007. Donc, tu sais, quand je parle que le marché est complaisant, là, c'est ce que je veux dire. OK. Mais il y a des opportunités. Puis je pense, comme je mentionnais tantôt, je pense que la gestion active et aussi des stratégies de liquide alternatives peuvent prendre avantage de ça. Alors, tu as mis ta conclusion en 3 points ici. Les obligations à court moyen terme, c'est attrayant. Donc, we never stop believing. C'est très attrayant aujourd'hui. Il y a des opportunités, comme je mentionne là. On n'est pas obligé d'aller sélectionner ou d'investir dans des obligations à une très longue échéance. Les obligations à court terme, moyen terme, donnent plein d'opportunités. Si les taux d'intérêt montent, hein, n'oubliez pas ça, en revenu fixe, les taux d'intérêt montent, puis on n'a pas une échéance très longue, c'est bon pour vous. Peut-être à court terme, il y a une petite baisse de valeur marchande, mais on est capable de réinvestir à un taux plus élevé. Donc ça, c'est les faits.
Puis ça, on trouve ça très attrayant. Je mentionnais également, là, dans des marchés qui sont complaisants, avoir faire affaire avec des partenaires pour la gestion active et également des stratégies, je dirais, flexibles pour prendre avantage là, de la volatilité qu'on a puis qu'on espère qu'on va avoir encore pour être capable d'avoir des rendements intéressants encore plus dans le futur. Merci beaucoup, Marc-André. C'est un plaisir. Merci beaucoup. En passant, les partenaires, nous avons bien sûr des fonds communs. Vous avez entendu ça. On utilise des actions à la pièce. On peut utiliser des obligations directement dans les portefeuilles. On peut utiliser des FNB, mais l'important, c'est qu'on cherche en tout temps à favoriser le meilleur intérêt des clients chez nous. Bien, merci beaucoup. Cette soirée, on vous l'a offert pour vous remercier de votre fidélité, vous remercier de vos bons mots. Vous nous avez suivis. On a vécu un changement. En fait, on a changé un fournisseur, mais en fait, c'est un fournisseur de données transactionnelles. Notre bureau est toujours à la même place, la même enseigne, mais avec une nouvelle alliance. Et là-dessus, merci beaucoup.